44% de femmes entre 20 et 50 ans sont soit en surpoids ou obèses. Par contre, elle est de 25% en 1990. Donc vous voyez que le chiffre, ça a augmenté. Et donc si rien n'est fait d'ici 20 ans, on aura une femme sur deux obèse ou diabétique. Wow, c'est... Bienvenue sur Finissant, le podcast qui met en lumière des parcours inspirants et des idées novatrices. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un invité particulier, un doctorant en médecine et aussi officier des forces armées centrafricaines. Son parcours unique soulève de nombreuses questions sur la complémentarité de la médecine et du service militaire. Bienvenue Rasmov. Bonjour. Jerry, ça va? Ça va très bien et toi? Tout va pour le mieux. Super. Alors, comment te sens-tu aujourd'hui de te retrouver sur le plateau et partager ton parcours? Bon, déjà, je vous remercie d'abord de m'avoir invité sur le plateau. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Le plaisir est partagé et c'est nous qui sommes encore beaucoup plus honorés de ce que tu as répondu présent à notre invitation. Alors, sans plus tarder, et pour mieux te connaître bien sûr, pourrais-tu te présenter à ceux qui nous suivent? Je m'appelle Rasmov Héraklit Genefio Kianam. Je suis médecin-lieutenant des forces armées centrafricaines, ancien enfant de troupe du Britannique militaire de Bemberger. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter vers la médecine? Est-ce qu'il y a-t-il un déclic particulier? Bon, déjà, j'ai toujours voulu être médecin. Et d'ailleurs, ça fait partie de mes choix d'avoir choisi la série D pour mon parcours. Donc, je peux dire que ça m'est arrivé une fois quand j'avais 7 ans. Donc, en rentrant de l'école, donc je suis tombé et j'ai eu une blessure au niveau de la lèvre inférieure. Donc, ça m'a fallu 6 points de suture. Donc, d'ailleurs, j'en garde une séquelle. Et je peux dire que dans ma famille aussi, il y a eu énormément de décès dus au diabète. Donc, je peux dire dans ma famille, il y a eu pas mal d'antécédents de diabète. Également, mon grand-père, qui est un infirmier, donc il m'a motivé dans mon choix d'être médecin. Alors, le choix de la médecine n'est pas un choix au hasard. Il y a plein de circonstances qui, aujourd'hui, a poussé Rasmov à s'orienter dans la médecine. Et nous allons découvrir davantage, au-delà de cette orientation, cette motivation, quelles sont les attentes qui sont derrière. Alors, tu n'es pas que militaire, mais aussi doctorant en médecine. Comment organises-tu ton temps aujourd'hui? Je peux dire que ma situation, elle est assez simple. Étant militaire, donc je tiens à garder, voilà, euh, mon corps. Donc du coup, j'ai l'habitude de me réveiller tôt le matin, vers 5h, 5h30. Et je fais quelques activités comme les pompes, les abdos, donc avant de me laver. Et une fois pris mon petit déjeuner, donc voilà, je pars à l'arrêt du bus, donc pour prendre voilà, le véhicule pour aller à l'hôpital. Donc je peux dire que en étant médecin, ça dépend de chaque année. Je peux dire de la troisième en sixième année, par exemple, il y a pas mal d'objectifs. Par exemple, en troisième année, le fait d'accumuler les cours et les stages en même temps, c'est pas facile. Déjà le matin, tu dois être à l'hôpital à, à 8 heures, bien avant même 8 heures de temps, parce qu'il y a les présentations de malades et il y a aussi des cours que vous faites à l'hôpital. Des cours pratiques. Oui, des cours pratiques et voilà, peut-être sur des cas intéressants ou bien parfois même c'est toi qui présentes. Voilà. Et le soir, par exemple, le soir,
vous faites aussi les cours à la fac. Donc je peux dire de la troisième en cinquième année, c'est pas une mince affaire. Et en cinquième année, je peux dire, voilà, c'est le summum. Parce que euh, une fois si tu es en génico par exemple, tu tapes une garde de 24 heures, le fait de rentrer à la maison, te reposer, sachant que demain matin, tu dois Aller à l'école. revenir encore à l'école. Or, tu as des cours que tu dois apprendre encore, donc c'est pas du tout facile. Bon, sixième année, c'est carrément, bon, on peut dire c'est un peu relax. Voilà, c'est la dernière année à la fac, donc il n'y a pas trop de pression comme les années antérieures. Ok. Bon, je peux dire la septième année, c'est plutôt calme comparé aux autres années, mais tu as beaucoup de responsabilités parce que tu dois encadrer les jeunes et tu dois être là-bas avant. Je peux dire, comme par exemple en gynéco, quand j'étais à principal, je me débrouille toujours pour être à l'hôpital avant 8 heures. Parce que le prof Marie-Edouard, bon, c'est elle la chef de service, donc on doit être là avant elle. Donc elle ne Ok. tolère pas le retard. Et c'est durant voilà, le staff que tu apprends beaucoup de choses, voilà, tu te fais connaître des aînés. Ok. Donc je peux dire que voilà, la vie étant médecin, c'est pas du tout facile, mais on arrive à gérer quand même. Waouh, l'a dit, c'était assez simple, mais je vois qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Aujourd'hui, c'est quoi ton plus gros défi au quotidien? Mon plus gros défi au quotidien. Oui. Je peux dire, c'est me réveiller tôt le matin, être prêt pour aller voilà, à l'hôpital. Parfois, on peut t'envoyer soit à Dalajam ou bien à Pikine, donc tu dois tout faire pour te réveiller tôt, être à l'hôpital à l'heure. Donc, tous les jours, c'est pas du tout facile. Et voilà, on arrive à gérer tout ça. Donc, alors, tout ceci demande de l'adaptation parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir le privilège d'être orienté dans un hôpital le plus proche, c'est gagné. Mais si par coup de chance, on t'envoie dans un hôpital un peu plus éloigné, ben là, il va falloir doubler d'efforts, se réveiller tôt, se donner du temps, se préparer à temps, être là. Et c'est vraiment intéressant. Donc, je vous invite à rester avec nous et nous allons découvrir davantage ce que notre médecin militaire a à nous partager. Passons maintenant à ton étude en cours, qui sont particulièrement d'actualité. Pourquoi avoir choisi d'étudier l'obésité? Et plus précisément, particulièrement chez les femmes âgées de 20 à 50 ans. Merci. Déjà, vous savez, l'obésité est un problème de santé publique et elle rentre dans le cadre des maladies qu'on appelle les maladies chroniques non transmissibles. Et au nombre de ces maladies non chroniques non transmissibles, on peut citer des maladies cardiovasculaires comme l'accident vasculo-cérébral, l'AVC, l'infarctus du myocarde que les gens appellent crise cardiaque. On a aussi le diabète, les maladies respiratoires chroniques. Donc, d'après les dernières études de l'Organisation mondiale de la santé, qui datent de 2023, et cette étude, la principale cause de décès dans le monde repose sur les maladies chroniques non transmissibles. 41 millions de décès. Waouh, Ce chiffre est énorme. c'est énorme, oui. Et vous conviendrez avec moi qu'en Afrique, nous ne disposons pas assez de moyens, de ressources Surtout, pour faire face à ces maladies. Et dans les pays développés, on a remarqué que l'obésité touche plus l'homme que la femme, en particulier l'obésité abdominale. Par contre, dans les pays en voie de développement, c'est plutôt l'inverse. Et chez la femme, on voit que c'est une obésité qui est mixte, c'est-à-dire qu'on a une obésité abdominale et une obésité gynoïde. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, une femme qui a des formes des rondeurs, c'est synonyme d'aisance. Et à cela s'ajoute la sédentarité, l'inactivité physique. Donc la femme, elle est vraiment exposée. Vous voyez. Donc pourquoi avoir choisi entre 20 et 50 ans? On voit que 20 et 50 ans, c'est la période de l'activité sexuelle de la femme. On voit que la femme quitte de l'adolescence pour rentrer dans la vie adulte. Donc là, on a remarqué que d'après l'Organisation mondiale de la santé, que 44% de femmes entre 20 et 50 ans sont soit
en surpoids ou obèses. Par contre, elle est de 25% en 1990. Donc vous voyez que le chiffre, ça a augmenté. Et donc si rien n'est fait d'ici 20 ans, on aura une femme sur deux obèse ou diabétique. Waouh, c'est assez important et tout le monde constate aujourd'hui que le problème d'obésité est un problème très, très, très particulier qui touche beaucoup de femmes. Et c'est ce défi parfois qui pousse nos sœurs, nos mamans, nos jeunes sœurs entre les mains de mauvaises personnes à se retrouver à faire des pratiques qui ne sont pas conformes à la santé pour pouvoir se maintenir en forme. Tu n'as pas seulement ciblé les femmes, plus précisément de 20 à 50 ans, mais tu as aussi ciblé des aliments particuliers. Peux-tu nous décrire brièvement ton protocole de recherche et quelles sont les principaux recherches, les principaux objectifs? Bon, déjà, notre étude se nomme l'impact de l'activité physique et des aliments ultra transformés sur l'obésité et ses complications chez des femmes entre 20 et 50 ans au Sénégal. Et notre protocole consiste genre à recruter par exemple une femme qu'on recrute par exemple dans la rue, on lui parle de voilà les objectifs de notre étude, le but, et une fois l'avoir recrutée, elle vient au labo de la faculté de médecine, au laboratoire de physiologie. Là, on va l'examiner, on va prendre sa taille, on va prendre son poids, le tour de hanche, le tour de taille, et après, on va lui proposer une ceinture électronique qui va mesurer le nombre de pas qu'elle fait pendant une journée, et ceci pendant 15 jours. Donc, après 15 jours, on va récupérer la montre, on va faire la médiane. Et là, on va diviser notre groupe en deux. Un premier groupe, les femmes qui vont faire plus de 10 000 pas. Un deuxième groupe, les femmes moins de 10 000. Donc nous nous intéressons aux femmes du deuxième groupe. Soit on leur dit d'augmenter leur activité physique et de réduire les aliments ultra transformés. Soit on leur dit seulement d'augmenter juste l'activité physique et de conserver l'alimentation, ou bien de conserver l'alimentation en même temps l'activité physique, ou bien de modifier juste l'alimentation. Excellent. Alors, mais pourquoi avoir ciblé ces aliments ultra transformés et l'activité physique? Quel est le lien qu'il y a entre ces choix? Ouais, déjà, vous savez, l'activité physique a beaucoup de vertus. Et l'Organisation mondiale de la santé recommande une activité physique de 30 minutes, 3 à 4 fois par semaine. Et l'activité physique améliore la sensibilité de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone hypoglycémiante, c'est-à-dire qu'elle fait baisser le taux de sucre dans le sang. Donc plus on a de la graisse, plus ça altère l'action de l'insuline. Et donc on aura tendance à avoir une hyperglycémie, donc un taux élevé de sucre. Et ceci dans le temps, donc dans la chronicité, à l'origine du diabète. Et l'activité physique également améliore, diminue la tension artérielle. On a vu que l'obésité, ça multiplie par 2, par 3 la prévalence de l'hypertension artérielle chez les femmes, chez l'adulte de moins de 40 ans. C'est-à-dire que chaque excédent de 10 kg du poids optimal augmente de 4 à 8 mm de mercure pour la systole et 3 à 4 mm de mercure pour la diastole. C'est-à-dire que plus on est obèse, plus on a une tension artérielle qui est assez élevée. Donc vous imaginez, vous voyez les bienfaits de l'activité physique. Et bon, en parlant des aliments ultra transformés, on voit que la graisse, c'est la principale forme de stockage d'énergie dans notre organisme. Et elle reflète genre, la différence entre les apports et les dépenses. C'est-à-dire que plus on consomme et moins on dépense, l'organisme va accumuler cet excès-là sous forme de graisse.
Et les aliments ultra transformés sont très riches en graisse, en sucre et en sel. Donc plus on en consomme, plus voilà, on prend du poids. Et d'après les dernières études, on a fait une étude sur 2 enfants. Il a dit de même poids, non, de même taille et, de même âge. Et on a vu que le premier, lui, il fait beaucoup d'activités physiques, il mange sainement, il boit beaucoup d'eau et il fait beaucoup d'activités physiques. Et on a remarqué qu'à la fin de l'étude, lui, il a 1,65 m pour 60 kilos. Par contre, le deuxième, qui mange les aliments ultra transformés, les frites, les saucissons, les boissons gazeuses, et il passe la longueur de ses journées à regarder que la télévision. Donc, on a remarqué que il a pris énormément de kilos. Donc, vous voyez avec moi que les aliments ultra transformés, leur consommation excessive Un et impact. a un impact sur la santé. Waouh, ça fait beaucoup d'informations, mais c'est assez intéressant, assez important pour notre bien-être, pour notre santé, être en forme. Pour ne pas aller loin, comment distingues-tu un aliment modernement transformé d'un aliment ultra transformé? Tu en as cité quelques exemples. Ici, on peut avoir une étude comparative sur les deux cas. Et bon, les aliments ultra transformés, beaucoup plus dans les supermarchés où qu'on trouve ces aliments ultra transformés. Donc, on peut déjà, l'étiquette, déjà, on a au moins voilà, une idée sur les aliments ultra transformés. Et ces aliments sont riches en sucre, en graisse et pas mal de choses. C'est vrai que vous pouvez voir sur l'étiquette, on peut dire oui, c'est un bienfait, mais il faut prendre les aliments ultra transformés dans leur globalité. Et je peux parler des modérément transformés. On peut avoir comme le fromage, le beurre, donc ces aliments, comparés aux aliments ultra transformés, n'ont pas trop d'effets néfastes sur la santé. Mais le point commun entre les deux, c'est le sport. Les activités physiques sont assez importantes pour rester en forme. Quand on consomme, quand on ne consomme pas, déjà, le plus important, c'est de se maintenir en forme en faisant régulièrement des activités sportives. Ça, c'est déjà le point essentiel. Et idéal, ce qui est idéal, ce qui est important, c'est d'éviter au maximum d'en consommer. Parce que plus on en consomme, plus ça a un impact négatif sur la santé. Et plus précisément encore pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des activités physiques. Donc, la consommation de ces aliments pas peu, mais va impacter négativement la santé. Et comme on le sait tous, la santé, c'est d'abord la chose la plus importante. Tant qu'on n'est pas en santé, on ne peut rien faire. Si aujourd'hui, nous, on est là, c'est parce qu'au moins, on a la santé, même si elle n'est pas à 100%, mais le minimum y est. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées le long de cette étude? Y a-t-il, par exemple, des participants qui ont du mal à modifier leur habitude alimentaire? Est-ce que ça a été facile déjà de trouver des gens pour faire ce test ou quelles ont été les difficultés de manière générale? Déjà, en tout cas, le principal problème que moi j'ai eu, c'est le recrutement. Parce que déjà, dire à une femme, voilà, lui parler de l'obésité, bon, elle va prendre ça comme un stigmate. Et je peux vous raconter une anecdote, ce qui m'est arrivé. Bon, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais celle-là, quand même, ça m'a marqué. Donc, un jour, en rentrant du sport, donc, j'ai croisé 5 femmes. Et parmi les 5, il y a une qui était obèse. Donc, gentiment, je les ai abordées, je les ai saluées. Je leur ai parlé de notre étude. Et une fois arrivés sur l'obésité, les 4 autres se sont retournés pour voir la plus grosse. Donc, vous voyez, elle s'est sentie un peu, voilà, mise à l'écart. Et j'ai continué à lui parler de l'étude. Et à la fin, elle s'est sentie, voilà, concernée. Et je vous jure que c'est pas une chose facile, le recrutement. Parfois même d'autres te laissent arriver jusqu'au bout pour voilà, te dire que voilà, elles sont pas intéressées. Donc, on a énormément de difficultés à recruter. Donc, dire à quelqu'un obèse et comment l'aborder,
c'est pas du tout facile. Évidemment, ça a dû être une épreuve très difficile. Mais justement, face à ces obstacles, alors, comment mobilises-tu ton expérience militaire pour motiver ces personnes-là à adhérer à ton expérience? Ouais, déjà, je suis pas que militaire, je suis également médecin, un futur docteur. Donc, avec le peu d'expérience que j'ai, donc avec la discipline militaire, parce que soigner une personne, c'est compatir, donc l'écouter et le respect de la personne humaine. Donc, c'est très important. C'est comme si, voilà, tu es en face de quelqu'un de ta famille. Ton père, ta mère, tes sœurs, donc tu te mets à leur place et voilà, tu comprends, tu essaies de comprendre leur ressenti, ce qu'ils ont sur le cœur, tu essaies d'être à l'écoute au maximum et d'apporter de solutions à leurs problèmes. Waouh, c'est une tâche qui n'est pas du tout facile, mais en tout cas, quand c'est un métier qui vient de la passion, rien n'est difficile, comme on le dit souvent. La passion a le pouvoir de dépasser même les montagnes, quels qu'en soient les défis, les difficultés. Mais tant que la passion nous anime, on peut aller au-delà même de nos forces. Alors, imaginons aujourd'hui une femme âgée de 35 ans sédentaire et consommatrice des aliments ultra transformés. Quel changement prioritaire lui recommanderais-tu et pourquoi? Déjà, je le recommanderais euh, en premier de réduire sa consommation des aliments ultra transformés. Si par exemple, elle en consomme 3 à 4 fois par semaine, au départ, je peux lui dire de réduire, ne serait-ce voilà, 1 à 2 fois. Et à cela s'ajoute l'activité physique. En gros, il faut une bonne hygiène alimentaire associée à l'activité physique. Et je pense qu'avec ça, voilà, elle peut aller de l'avant. Vous imaginez la prise en charge de l'obésité, elle est multidisciplinaire. Donc, il n'y a pas que le médecin. Il y a l'endocrinologue qui intervient, le psychologue et le chirurgien également. Donc, c'est une prise en charge globale. Donc, je recommanderais à une femme de ne pas avoir honte d'elle, de croire en elle et de manger sainement. Avec ça, ça peut aller. Excellent. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire de manière brève que l'obésité découle forcément de la consommation des aliments ultra transformés ou ça peut aussi être héréditaire? Bon, l'obésité, c'est plusieurs causes qui entrent en jeu pour parler d'obésité. Et l'obésité, elle se constitue avec le temps. Et il y a aussi une part de génétique aussi. Par exemple, des parents obèses ont plus de chances d'avoir leurs enfants obèses. Et l'obésité aussi, elle est individuelle. D'autres, il faut manger moyennement pour prendre du poids. Par contre, d'autres, même s'ils en mangent, ils mangent beaucoup, ils ne vont pas, voilà, être obèses. Ah, c'est moi. Donc, à cela s'ajoute l'inactivité physique et la sédentarité. Donc, plus on mange et qu'on ne dépense pas, il y a un déséquilibre et voilà, notre organisme va accumuler cet excès-là euh, sous forme de graisse. Donc, je peux dire l'obésité, c'est plusieurs causes qui entrent en jeu et voilà, avec le temps, si tous ces facteurs-là sont réunis, voilà, la personne peut développer une obésité. Wow. Donc, déjà, un petit conseil, ne faites pas comme moi. Quel qu'en soit ce que je mange, je sais que je ne vais pas atteindre l'obésité parce que ça fait plusieurs années que je mange beaucoup. Mais rassurez-vous, pas des aliments ultra transformés, mais je prends rarement des kilos. Bref, c'est un problème qui est sérieux et comme il a si bien le dire, il est de la matière, c'est l'objet de ses études. Et donc, c'est un engagement déjà personnel parce qu'au-delà du fait que ça peut être héréditaire, mais il y a cette décision personnelle qui est là. Aujourd'hui, je peux choisir qu'est-ce que je peux manger
pour mon bien-être, je peux choisir qu'est-ce que je peux faire pour être en forme. Si moi, je sais que je suis quelqu'un qui prend rapidement du poids, mais c'est très important de contrôler mon alimentation et surtout la consommation de ces aliments ultra transformés qu'il a eu à citer plusieurs fois dans son allocution. Tout ce qui est riche en matière grasse, tout ce qui est riche en sel, sucre, etc. Ce sont ces produits qui facilitent la prise du poids rapidement. Et donc, il est de notre devoir et de notre responsabilité de prendre soin de notre corps. Aujourd'hui, tu es médecin, futur médecin, docteur et aussi tu fais partie du corps de l'armée. Tes résultats pourraient-ils influencer les politiques de santé ou des programmes militaires? Par exemple, des rations adaptées pour les familles de militaires. Bien sûr. Déjà, notre étude porte sur l'activité physique et la réduction des aliments ultra transformés. Donc, si le militaire, il arrive à réduire sa consommation des aliments ultra transformés, fait beaucoup de sport, je pense que à travers notre étude, ça peut très bien influencer la vie d'un militaire comme la vie d'un civil. Donc, je peux dire que notre étude, nous, notre étude porte sur l'activité physique. Donc, un militaire, quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui mange sainement, je pense que ça peut avoir un impact sur les rations alimentaires que qu'on donne Dans les les cas. garnisons, voilà, je peux dire les camps militaires. Donc, l'important c'est de manger sainement et faire beaucoup de sport, boire beaucoup d'eau. Je pense que voilà, on peut. Manger sainement, faire beaucoup de sport et surtout boire beaucoup d'eau. Ce sont ces expressions qui reviennent le plus souvent et je pense que c'est un plus pour le corps de l'armée parce que on a un médecin qui chapeaute les deux casques. Il est du côté des médecins et il est dans l'armée. Et suite à cette étude, on sait que l'armée, c'est d'abord le corps qui doit être au top de sa forme parce que elle a une responsabilité très particulière sur la vie de la population. Et donc cette étude, je pense qu'elle sera, pour ne pas dire utile que pour les militaires, mais elle sera encore beaucoup plus utile chez les militaires aussi que chez les civils. C'est assez important et je pense qu'il est de notre devoir aussi de prêter une attention très particulière à cette étude, de soutenir, de donner le nécessaire. On sait qu'un travail de recherche n'est pas du tout facile. Il faut avoir le laboratoire à disposition, il faut avoir les matériels à disposition et tous ces matériels-là nécessitent de fonds. Parlons de ces matériels aujourd'hui. Quels sont les défis que rencontre cette étude en termes de ressources? Bon, déjà, notre étude est sous la supervision du professeur Mao Diao. Donc, il est professeur, donc notre étude est sous sa supervision. Donc, c'est lui qui nous supervise. Et au laboratoire, on a voilà, des ressources pour faire face. Donc, c'est un projet. Donc, forcément, qui dit projet, il y a forcément Des hum, besoins. des besoins. Et nous allons petit à petit. Donc, si on a des besoins, notre prof, il est là pour voilà, nous tendre la main et nous soutenir dans nos recherches, dans nos travaux, dans nos manipulations. Merci encore à ces aînés, ces professeurs, ces anciens qui disposent déjà de leur temps, qui tendent la main aux jeunes qui ont des idées et comme on le dit souvent, la jeunesse a un pouvoir, la jeunesse a de l'innovation, la jeunesse a une vision. Et il suffit d'être encadré, il suffit de mettre tout ce qu'il faut à la disposition pour permettre aux jeunes que nous sommes de d'apporter notre touche aussi à la construction du monde. Et comme on le dit, l'âge ne devrait pas être un moyen ou bien l'âge ne devrait pas être un facteur bloquant pour contribuer au bien-être du monde.
Une question délicate pour moi, peut-être que ça le sera pour toi aussi. Quels sont tes projets futurs? Penses-tu continuer à évoluer dans les deux ou tu envisageras à la longue de privilégier l'un et de laisser l'autre? Je veux parler de ta casquette militaire et du futur médecin. Ouais, déjà, il faudrait que je soutienne. Donc, après la soutenance, donc je pense retourner au pays, me mettre au service de l'État. Donc, mettre en pratique tout ce que le Sénégal m'a appris et servir la mère patrie. Donc, partout où l'autorité m'envoie, je servirai en tant que médecin, en tant que militaire. Donc, il n'y aura pas de distinction. C'est-à-dire, si je suis médecin aujourd'hui, je suis militaire, je vais exercer les deux. Si on peut m'envoyer euh, en province, un peu partout où besoin sera, j'exercerai en tant que médecin militaire. L'un n'empêche pas l'autre. Rasmov, il est disposé à servir et comme il a si bien dit, de servir la mère patrie. Et c'est une expression que j'ai bien aimée et je pense que c'est le cas pour ceux qui nous suivent aussi. Alors, depuis, on parle de prévention, conseil, mais que faire de manière brève et objective pour une personne qui est déjà obèse? 3 conseils pratiques que cette personne-là peut commencer à appliquer à partir du moment où elle regardera cette vidéo, qu'elle a la possibilité de participer à cette étude ou pas, mais 3 conseils pratiques qui pourra aider cette personne à commencer à faire le premier pas pour régler, euh, pour commencer déjà à traiter son cas. Bien, merci. Déjà, il faut contrôler son poids. Donc, arrêter la prise de poids. Donc, permettre une réduction de poids progressive et durable. Et 3 repas par jour avec espacer des collations. Et boire beaucoup d'eau, au moins 1 litre. Et dormir au moins 6 heures par jour. C'est assez important. Buvons l'eau et buvons l'eau encore. C'est très important pour la santé et surtout, n'oubliez pas de faire des activités sportives. C'est très important. Alors, qui dit travail de recherche dit les possibilités au public de soutenir, de suivre. Mais aujourd'hui, si ceux qui nous suivent aimeraient participer, contribuer ou bien soutenir ces travaux, où pourront-ils te retrouver ou te contacter? Donc, merci. Déjà, nous sommes au laboratoire de physiologie de la faculté de médecine et nous sommes ouverts à toute femme qui aimerait y participer à notre étude. Donc, toute femme qui aimerait y participer, elles sont les bienvenues. Donc, on ne refuse rien. Nous sommes en phase de recrutement. Nous sommes là pour aider nos sœurs, voilà, à travers cette étude. C'est un travail de recherche qui demande la contribution de tout un chacun. Et comme il l'a dit, il est disponible au laboratoire de l'UCAD. Et n'oublions pas aussi qu'il y a un formulaire qui est disponible et vous aurez le lien dans la description de cette vidéo où vous pourrez tout simplement remplir ce formulaire et vous serez contacté par l'équipe de notre futur médecin afin qu'il puisse collaborer ensemble avec vous parce que ce travail, il l'a commencé, mais c'est pour nous. C'est pour nous qu'il l'a fait. Et comme on peut le voir, c'est quelqu'un qui est en forme, quelqu'un qui ne présente aucun trait d'obésité. Et c'est vrai que c'est gênant, mais ce n'est pas une maladie incurable. Avec peu de volonté, on peut s'en sortir. Ta double vocation de médecin militaire te donne-t-elle aujourd'hui une vue unique sur la santé publique? Tu es médecin et tu es aussi militaire. En quoi cela peut être un plus pour toi avec une vue sur la santé de la population? Oui, déjà, la santé publique, c'est d'abord une spécialité. Donc, elle permet d'améliorer, de restaurer la santé d'une population à travers une action. Donc, si aujourd'hui, on m'envoie en province en tant que médecin,
étant donné que je suis militaire. Donc, je vais écouter ces populations, essayer de comprendre leurs besoins et d'apporter des solutions à leurs problèmes. Vous imaginez une population qui est reculée, elle est faible, elle n'a pas voilà, d'accès à la santé comme quelqu'un qui est en ville. Donc le fait d'amener la santé à eux, voilà, plus proche proche de ces d'eux, personnes. voilà, en tant que médecin militaire, à travers nos actions, voilà, nos missions, je pense que on peut aider ces populations, voilà, à avoir accès à la santé comme quelqu'un qui est en ville. C'est un plus pour une population donnée d'avoir déjà un médecin, mais aussi militaire. C'est-à-dire qu'il a cette aptitude de se déplacer partout où il peut, parce qu'il a les aptitudes et il a cet état d'esprit de le faire. Et au-delà de ça, avec sa casquette de médecin, étant présent dans n'importe quelle zone, qu'elle soit sous une puissance, dans un conflit quelconque, il a cette aptitude de pouvoir identifier, voir ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, ce qui peut aider la population et voilà ce qui peut contribuer au bien-être de ceux qui vivent dans cette localité. Et c'est assez important et nous ne pouvons que te souhaiter vraiment le meilleur dans la carrière, que ce soit en tant que militaire, que tant que médecin. Alors, aujourd'hui, si tu devrais donner un conseil à un jeune chercheur comme toi ou un jeune qui vient après toi et qui veut se lancer aussi dans la recherche, qu'est-ce que tu lui diras? Bon, j'ai une phrase que je garde. Vous savez, je suis un fan de Formule 1. Et l'un de mes pilotes préférés, c'est mon pilote préféré, Lewis Hamilton. Donc, quand il a remporté son 7e titre, il a dit ceci, que tous les jeunes qui ont un rêve de toujours croire en eux, que rien n'est impossible. Donc, si nous sommes arrivés là où nous sommes, ça veut dire qu'ils ont la capacité d'y arriver aussi, voire même nous dépasser. Donc, de croire en eux, de continuer à bosser. Dans la vie, rien n'est facile, rien n'est difficile, mais il suffit d'y croire en ses rêves. Donc, je pense que il suffit de croire en soi et voilà, de foncer la tête baissée et voilà, le chemin est tout là au bout. Croire en, en tes rêves, mais aussi croire en toi. Parce que si tu ne crois qu'en tes rêves, il peut se réaliser. Mais si tu crois aussi en toi, c'est sûr que tu vas réaliser tes rêves. Ça, c'est sûr. Et il est de notre devoir de ne pas baisser les bras. Et comme il a dit, rien n'est facile, rien n'est difficile, mais tout est possible à celui qui croit. Et nous devons croire en ce que nous faisons, croire aussi en ce pouvoir que Dieu nous a donné de pouvoir réaliser tout ce dont on est capable. Si tu devrais avoir un dernier message à partager à ceux qui nous suivent sur l'équilibre alimentaire et les activités physiques, qu'est-ce que tu diras à ceux qui nous suivent? Donc, je dirais simplement de manger sainement, avoir une alimentation équilibrée, pratiquer une activité physique, au moins 30 minutes par jour, et voilà, boire beaucoup d'eau, ça peut faire l'affaire. Donc, je pense que ce sont les mots sur lesquels il avait commencé. Manger sainement, faire les activités physiques régulièrement et boire beaucoup d'eau. Ce sont ces mots qui reviennent très souvent le long de ce moment si riche qu'on a eu ensemble. Alors, aujourd'hui, nous sommes arrivés presque à terme de notre temps d'aujourd'hui. Quelles sont tes impressions par rapport à ce temps? Bon, je veux dire d'abord remercier tout le plateau et merci de m'avoir invité. Donc, je peux vous remercier du fond du cœur de m'avoir invité. Je pense que peut-être à travers cette interview, ça pourra booster les jeunes de croire en eux et rien n'est impossible. Ouais, c'est nous qui sommes honorés et c'est nous qui te remercions
pour ce temps accordé et nous pouvons voir combien ce n'est pas facile, c'est très difficile entre l'hôpital, l'école et les services aussi, mais tu as pu disposer de ton temps, ce qui montre même ton engagement à travailler pour la population. Déjà, le mot servir, on le voit déjà. Alors, merci encore une fois de plus pour ces réponses passionnantes. Ton engagement montre que la lutte contre l'obésité est une question de discipline, mais aussi de l'innovation. Et nous espérons te revoir encore très bientôt pour parler des résultats que tu vas nous proposer. À ceux qui nous suivent, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à interagir. Vous pouvez commenter, partager à des personnes qui peuvent être intéressées et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook, TikTok et Instagram. Nous avons aussi notre site web qui est disponible et accessible sur www.finisango.com. Si vous avez de quoi à nous partager, si vous avez un sujet que vous aimeriez développer avec nous, nous sommes ouverts à toute proposition et peut-être que vous serez le prochain à nous partager vos réalisations, vos parcours ainsi que vos ambitions. Sur ce, on se dit à très bientôt et le rendez-vous pour le samedi. Encore une fois de plus, merci Rasmus. Merci à toi également. Merci. Finisango, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une communauté, un espace où chaque voix compte, où chaque histoire inspire, où chaque pas vers l'avenir a de l'importance. Alors, êtes-vous prêt à écrire votre propre légende ?